Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à l'heure de la rubrique Le Point. Cette émission est présentée ce matin par Georges Allen qui accueille le professeur, le politologue Gratien Jean. Bonjour. Bonjour Georges, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Télémétropole. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin pour commenter l'actualité et aussi disséquer, voir les perspectives d'avenir pour ce pays. Comme vous le dites, professeur Gratien Jean, avec vous, nous allons commenter l'actualité plus ou moins avec des yeux relativement objectifs. Aujourd'hui, le tableau, c'est quoi ? Nous allons parler des élections, bien sûr, avec des partis politiques qui sont dans les rues, qui réclament l'annulation des élections à travers des manifestations. Il y a ensuite des organisations de la société civile qui réclament du CEP, un dialogue avec les partis politiques. Dans le cadre des contestations, le CEP semble être dans ses petits souliers. Que faire aujourd'hui, selon vous ? Bon, tout d'abord, il faut dire que l'établissement de la démocratie en Haïti actuellement pose un grand problème. Récemment, je me suis posé la question, faut-il reporter à une date ultérieure l'établissement de la démocratie en Haïti ? Parce que ça fait plus de 29 ans que nous avons fait une rupture, je dirais, socio-historique, avec toute une longue tradition de type d'État autoritaire, dictatorial, et même aussi une société dans ses relations et de prédation. Et nous avons fait un choix, le 7 février 1986, d'opter pour un autre type d'État, un État démocratique, pour ne pas dire un État de droit démocratique, et également une société démocratique. Dans un État démocratique, dans une société démocratique, il y a une façon, il y a une manière d'avoir les dirigeants. Et les élections constituent, je dirais, le moyen pacifique, je dirais, l'orientation est vraiment privilégiée de pouvoir choisir ses dirigeants. Disons des dirigeants à travers certains postes électifs, comme le président de la République, les sénateurs, les députés, les maires, les CASEC, ASEC et délégués de ville, comme le veut la Constitution de 1987 et aussi celle amendée. Donc voilà que la situation apparaît comme de plus en plus confuse. La question qu'il faut se poser aussi, est-ce qu'il n'y a pas en quelque sorte l'échec de la société haïtienne, pour ne pas dire l'échec des élites haïtiennes, notamment les élites intellectuelles, les élites politiques et pourquoi pas aussi même les élites économiques qui doivent booster à travers le rapport, peut-être le financement aux partis politiques, booster vraiment la construction, l'établissement de la démocratie. Nous sommes vraiment dans une situation difficile. Mais il faut dire aussi que cette situation est due par rapport au premier rendez-vous raté. Il y a deux rendez-vous ratés dans l'histoire des élections et en Haïti post du régime des Duvalier. Ce sont les élections du 29 novembre 1987, parce que là, on aurait pu faire le démarrage. Mais une autre chance aussi avait été donnée à cette société, c'était les élections de 1990. Et là encore, il y a eu le coup d'État. Et je dirais même aussi, même une troisième chance aussi, c'était le retour de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide en 1994. Et nous savons comment ces élections se sont passées également. Est-ce, pour un petit peu répéter, un petit peu paraphraser, je crois que c'est Gaetano Mosca qui pose le problème de ce qu'on appelle la ruse et la violence. Ce sont des élites politiques qui très souvent, soit dans une situation donnée, utilisent la ruse pour pouvoir gagner un espace politique, ou aussi utiliser la violence. Il y a, je dirais, ce chevauchement dans la société haïtienne et la praxis politique entre la ruse et la violence.
Et aujourd'hui encore, au cours du mandat du président Michel Martelly, par rapport à certaines situations bien données, notamment la question du Conseil électoral permanent, et je crois que nous sommes à notre 6e Conseil électoral, et ce 6e provisoire qui a organisé ces élections, et ce comportement tantôt de la ruse, tantôt de la violence. La ruse, soit on accepte, on critique un gouvernement, et plus tard, on accepte de rentrer dans ce gouvernement, soit comme ministre et autres. Ou encore, dans les élections, l'on choisit d'utiliser comme méthode la violence pour pouvoir soit rendre vulnérable l'adversaire ou bien pour pouvoir vraiment faire, je dirais, mettre toutes les chances de votre côté en utilisant la violence, la ruse et la violence. Est-ce que le Conseil électoral, maintenant la question est dans ces petits souliers? Par rapport au contexte haïtien, par rapport à cette crise de société que nous vivons depuis tantôt, je dirais, 29 ans, je dirais que le Conseil, politiquement, est dans ces petits souliers, politiquement. Et politiquement, parce que ces élections, il y a eu des problèmes, et maintenant, nous faisons face à ce que j'appelle des contestations. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ce que peut-être nous n'avons pas compris, la construction d'une société démocratique, c'est un construit. Et tout construit se veut, je dirais, un cadre méthodologique, un cadre théorique, un cadre conceptuel aussi pour pouvoir le construire. Et cela demande l'intelligence. C'est l'intelligence politique. Et je crois qu'il manque à nos élites politiques cette intelligence politique. Parce que c'est cette intelligence qui vous permet de bien appréhender le réel politique pour pouvoir bien pénétrer ce que j'appelle la praxis politique, parce que c'est à travers la praxis politique qu'on concourt à un espace de pouvoir ou encore à la totalité du pouvoir. Il manque cette intelligence politique pour pouvoir comprendre le contexte dans lequel les élections s'organisent et aussi le contexte dans lequel un groupe arrive au pouvoir ou un individu avec son équipe arrive au pouvoir. J'ai retenu dans vos propos 2 chances ratées par le pays. Je dirais les 2 premières chances. Les 2 premières chances ratées par le pays pour asseoir la démocratie, pour établir la démocratie. Ce qui m'amène à citer le géologue Georges Anglade, le défunt Georges Anglade, qui disait que l'histoire offre rarement une seconde chance. Quand on ne la saisit pas, elle sait se montrer impitoyable. Est-ce à dire aujourd'hui que l'histoire est impitoyable envers Haïti pour avoir raté 2 chances? Je ne dirais pas que l'histoire est impitoyable, ce serait de faire une approche, je dirais, fataliste, de le voir comme ça. Parce que ce sont les êtres, les hommes et les femmes qui font l'histoire, et non pas l'histoire qui font les hommes et les femmes. Parce que ce sont les hommes et les femmes qui façonnent l'histoire, qui façonnent le devenir de l'humanité, mais en tirant le son des expériences du passé et en appréhendant aussi les mutations actuelles. Parce qu'il n'existe pas de société statique. Aujourd'hui, il y a de très grands progrès au niveau scientifique. Cela encore démontre ce qu'on appelle la dynamique de l'humanité en termes d'évolution de l'humanité. Donc, ici, nous sommes en train, je dirais, de payer les conséquences de notre inintelligence politique, de ne pas comprendre, de ne pas bien appréhender ce que c'est qu'une rupture socio-historique, ce que c'est qu'une transformation sociétale. Et moi, j'aime très souvent le dire que les masses dans toute l'histoire de l'humanité s'agitent, mais ce sont les élites, comme je dirais, masses qualitatives, qui transforment les revendications charriées par les masses. Donc, c'est pour cela qu'on parle de l'élite. Et là, il faut revenir à Prasmas aussi, et bien que la situation n'est pas différente, comme à l'époque de Prasmas, qui a toujours posé le problème
le problème des élites. Et encore, le problème se pose encore aujourd'hui, et j'ose le dire, par rapport à cette inintelligence. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces élections? Les élections du 9 août. Les élections du 9 août, ce qu'il faut comprendre, il y a eu un décret électoral. Et le décret électoral ne dit pas tout. Et vous avez un conseil électoral qui, en si peu de temps, a pu organiser ces élections. Parce que, je le répète à nouveau, les élections, eh bien, je dirais, ce sont une responsabilité partagée. Partagée dans le sens où vous avez l'institution électorale qui a la responsabilité, la charge d'organiser les élections. Vous avez les compétiteurs électoraux, à savoir les candidats et les partis politiques. Vous avez également les électeurs et les électrices qui vont sortir pour voter librement. Et vous avez aussi les pouvoirs constitués qui doivent pouvoir créer le cadre sécuritaire et aussi le cadre réglementaire et aujourd'hui le cadre financier aussi et des partis politiques et de la campagne électorale. Donc, c'est une responsabilité partagée. Mais dans cette responsabilité partagée, il y a un acteur qui est plus responsable. Et le plus responsable, c'est le conseil électoral quand même. Et parce qu'il revient à ce conseil d'organiser les élections dans ces deux fonctions. La première, c'est une fonction, je dirais, administrative ou politique, et créer le cadre, la mise en confiance des acteurs, la mise en confiance des candidats et des candidates, et aussi des électeurs et des électrices, et aussi les opérations électorales. Mais en fait, les opérations électorales, sont remises à des structures, je dirais, spécialisées, à des individus spécialisés dans la machine électorale pour pouvoir organiser les opérations électorales, notamment le registre électoral, la question de bulletins, la question de centre de vote, la question aussi d'opération de jour du vote, mais le nœud gordien, c'est le mode de calcul. Comment dans un pays où vous prétendez être un parti politique, vous allez aux élections et vous prétendez être un candidat aussi, vous allez aux élections, vous ne savez pas sur quelle méthode de calcul, l'on va pouvoir trancher le vote des électeurs. Même lors que le décret électoral fait l'approche du mode de calcul, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un manuel et éventuellement un cadre aussi avec des hypothèses. Ce qui n'a pas été fait et ce qui n'a pas été exigé par les partis politiques. Alors, professeur, nous allons marquer la pause. Une toute petite question, très simple, avant cette pause. Aujourd'hui, on a eu 18% en termes de taux de participation, beaucoup d'irrégularités dans l'organisation des élections du 9 août dernier. Vous faites du CEP l'acteur principal. Est-ce que l'on doit comprendre qu'on peut jeter toute la responsabilité des élections sur le dos du CEP? Ah non, c'est ce que j'ai bien dit. Il est le premier responsable parce qu'il a la charge d'organiser. Donc à 80%, la responsabilité, attention, la responsabilité est partagée. Mais ce n'est pas le CEP qui a bousillé les centres de vote. Ce n'est pas le conseil électoral aussi qui a envoyé des gens à saccager les boîtes. Donc, il y a une responsabilité, je dirais, sociétale de ces élections. Et même aussi la participation des 18%, c'est une responsabilité de la société. Si les électeurs ne sont pas ressortis, on va me dire qu'il y a eu de violence et autres. Oui, c'est vrai. Ce qui s'est passé le 9 août, c'est une responsabilité générale, une responsabilité sociétale, mais en tout premier lieu, la responsabilité, quand même, incombe au Conseil électoral, parce que, quand même, il n'a pas le choix. C'est au Conseil d'organiser ces élections. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le politologue Gratien Jean. Restez avec nous, c'est la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin,
Le politologue Gratien Jean, avec lui, on essaie de commenter l'actualité. Professeur, avant la pause, vous parliez du mode de comptage, résultat partiel, résultat définitif, et vous voulez en ajouter un mot encore. Oui, parce qu'il y a une confusion au départ. Ce sera peut-être un problème de communication, même au niveau du conseil électoral, à vouloir et quelque part donner des résultats un petit peu, je dirais, hâtifs. Ce que les gens n'ont pas compris, ce sont des résultats partiels. Quand on publie des résultats partiels, eh bien ces résultats placent les compétiteurs électoraux dans une position. Rien n'est dit que la position que vous occupez ne va pas être changée lors des résultats définitifs. Parce que jusqu'à présent, ce sont des résultats partiels. Ça peut arriver que je me retrouve en première position dans ces résultats partiels. Et lorsque je regarde ma position par rapport à mon concurrent immédiat, je vois que je gagne dès le premier tour. C'est une hypothèse parce que c'est une publication partielle. Maintenant, ça peut arriver, celui qui se trouve immédiatement après moi décide de contester. Et c'est après avoir entendu toutes les contestations relatives à la journée du scrutin que le Conseil électoral va pouvoir publier des résultats définitifs du premier tour. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'au début, personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Vous êtes dans une position, je prends le cas du sénateur de l'Ouest, qui est dans une position de gagner les élections dès le premier tour. Mais il n'a pas gagné. Parce que c'est un problème grave en tant qu'élite, en tant qu'académicien, en tant que professeur. Vous ne pouvez pas vous déclarer systématiquement gagnant. Vu les résultats partiels, ces résultats me placent en bonne position d'être élu dès le premier tour par rapport à l'avance que j'ai sur mon concurrent. Maintenant, il peut toujours mener ces contestations pour pouvoir conforter sa position. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est extrêmement importante, qu'on n'a pas dit aux gens, qui est très important, et aussi même pour ceux qui clament qu'ils gagnent au premier tour. Il y a eu un problème parce qu'il va y avoir des élections qui vont être reprises dans certaines circonscriptions. Le calcul qui devrait être fait, c'est calcul par hypothèse. Ça devrait être le travail du centre de tabulation ou encore la direction des opérations électorales du Conseil électoral pour pouvoir publier les résultats définitifs. Si, par exemple, il y a 6 circonscriptions, par exemple, dans le département de l'Ouest, qu'on va reprendre les élections, il faut faire le calcul pour chaque candidat. Si, par hypothèse, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'équité en matière de droit, l'équité en matière électorale, je fais l'hypothèse, même le candidat qui est en dernière position comme sénateur, si par hypothèse, ces 6 circonscriptions n'avaient pas de problème et qu'il aurait gagné, quelle serait sa position? Maintenant, si le dernier, je vois, s'il aurait gagné, lui, par hypothèse, ces 6, eh bien l'écart sera un écart seulement de 10%, je ne peux pas déclarer vainqueur dès le premier tour, même lorsque ce candidat paraît avoir 43, même 43% par rapport à son concurrent immédiat, parce que les élections vont être reprises partiellement dans ces circonscriptions. En fait, lorsque le Conseil électoral aurait terminé avec le calcul par hypothèse dans les circonscriptions où les élections vont être reprises partiellement, c'est à ce moment-ci que le Conseil pourrait publier les résultats pour les sénatoriales. Et là où il y a problème. Il est plus aisé pour le Conseil électoral de publier des résultats partiels pour les députés. Mais il est très délicat pour le Conseil électoral de publier des résultats pour les sénatoriales, surtout là où le Conseil doit reprendre de certaines circonscriptions. Si l'ensemble des centres de bureaux de vote de ces circonscriptions aurait permis à un candidat d'accéder
en première place, s'il gagne tout, par hypothèse, je ne peux pas publier des résultats partiels et même définitifs sans avoir repris ces élections. Ce qui donne un tableau vraiment très délicat pour le Conseil électoral. En ce moment-ci, c'est après le 25 octobre, eh bien, que le Conseil pourrait éventuellement donner des résultats après avoir tenu et la reprise des élections dans ces circonscriptions, si, je l'ai bien dit, le nombre de votes aurait une influence en termes d'hypothèse par rapport au dernier. Maintenant, l'autre cas, ce serait de partager le nombre de votes à tous ces candidats, mais ce serait une équation à somme nulle. Ce sera toujours la même situation. Donc, il faut que ce soit équitable. Équitable aussi, même pour celui qui vient en tout premier lieu. Mais si ces 6, s'il n'y avait pas de problème dans ces 6 circonscriptions, eh bien, il aurait gagné à 50% plus 1. Mais il est aussi valable pour celui qui est 4e, pour celui qui est 5e. Quand je regarde, par exemple, je suis en 5e position, et par hypothèse, si dans les 6 circonscriptions, je remporte ces élections par rapport à nombre de voix obtenues qui m'a mis en 5e position, j'aurais pu être en 2e position. Donc là, ou en 3e. Là, il faut que les acteurs politiques, les candidats, soient prudents dans la publication de ces résultats. Ça peut arriver que le Conseil électoral, eh bien, ne publie pas de résultats jusqu'à présent partiels pour certains résultats définitifs, pour certains départements où il y avait des problèmes de certaines circonscriptions, vu que le nombre d'électeurs potentiels aurait pu avantager l'un ou l'autre, soit celui qui vient déjà en tête et même celui ou celle qui est placé en dernière position. Sous l'administration Martelly, on a fait l'expérience avec le Parlement. Cela nous a donné la conscience et même la connaissance que le Parlement représente une force politique certaine à travers sa capacité de blocage, etc. Aujourd'hui, en 2015, nous organisons des élections pour la 50e législature. À quel Parlement doit-on s'attendre? De quel Parlement a-t-on besoin? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que dans toute démocratie représentative, où il y a un Parlement, soit avec le Sénat ou bien avec les deux, eh bien cela représente vraiment une force. Ce n'est pas un cas tout à fait, je dirais, spécial, un cas particulier à Haïti. Malheureusement, et dans notre cas, il y a toujours cette tendance par rapport à ce maintien vraiment du présidentialisme. À chaque moment dans l'histoire, eh bien, l'exécutif tente, ou du moins, eh bien, contrôle le Parlement. Ce qui est inhérent, et pouvoir développer la velléité de dégager une majorité parlementaire, c'est une intelligence politique. Oui, on ne peut pas, c'est tout naturel, et dans toute démocratie représentative, c'est tout naturel aussi dans l'exercice du pouvoir et dans le contrôle et tout. À quel type de parlement, de 50e qu'on doit s'y attendre? Sans doute vous allez avoir une 50e législature, je dirais relativement et très très jeune. Très très jeune dans le sens que ce sont ces jeunes-là qui vont en sorte reproduire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Il va y avoir une tendance que cette 50e ne soit pas différente de la 49e, ne soit pas différente de la 48e. Maintenant, c'est pour cela qu'il revient maintenant aux partis politiques, qu'il revient aux organisations de la société civile qui accordent un renforcement institutionnel de pouvoir à accompagner. Parce qu'il faut que nous cessions d'être fatalistes ou encore d'être catastrophistes. Et on attend déjà une mauvaise 50e. Non, c'est la prévention. Si nous attendons à une mauvaise 50e, et nous savons pertinemment que cette mauvaise 50e, eh bien, aura
des répercussions négatives sur la gouvernance du pays, pourquoi pas déjà penser à accompagner ces jeunes gens, ces jeunes femmes qui vont constituer la 50e législative. Mais ça peut arriver aussi que cette 50e dégage une conscience citoyenne, arrive à une prise de conscience et que cette 50e veut faire la différence. Par tempérament, par ma culture et ma façon de vivre, j'accorde toujours le bénéfice du doute. Donc, vous n'avez pas en tête un modèle de parlementaire dont le pays a besoin en 2015 pour ne pas rater certaines chances. Oui, non, mais en fait, ce n'est pas seulement Haïti, toute société, mais tout État qui aspire vraiment à un type de démocratie représentative aurait aimé avoir un parlement modèle. Regardez bien ce qui s'était passé, je crois, en Italie, ce qui s'était passé, je crois, en Russie, dans d'autres. Et nos parlementaires ne sont pas les pires au monde. Il faut dire que les parlementaires, en général, affichent des comportements politiques désobligeants, déshonorables, dans quelle que soit la démocratie du pays. Et, sauf, je dirais, un petit peu aux États-Unis par rapport à cette culture démocratique, on ne voit pas vraiment certaines dérives qu'il y a dans ça. Mais le modèle que nous aurons pu avoir vraiment, c'est le modèle de parlement vraiment qui légifère et qui assure, qui contrôle, qui constitue des blocs et tout ça. Mais, bon Dieu, ce qui arrive, il y a une crise de pensée politique aussi, il y a une crise d'idéologie aussi. C'est ce qui arrive que quand le jeune homme ou bien la jeune fille arrive au Parlement, vous ne pouvez pas réellement situer vraiment ce parlementaire dans un cadre conceptuel, dans un cadre idéologique. Donc là encore, c'est le problème aussi. C'est-à-dire arriver au Parlement, le parlementaire est perdu. Et voilà. Et surtout lorsque vous avez des parlementaires ce sont des parlementaires qui arrivent en dernière heure dans un parti politique, ou bien qui ont cherché un chapeau de parti politique. Rares sont les partis politiques en Haïti, et je ne peux pas citer de nom des partis politiques qui, généralement, entre guillemets, ont certains élus qui ont un parcours dans leur parti politique, qui ont occupé des fonctions internes et dans le parti politique, mais la grande majorité, ce sont des gens qui arrivent un beau matin, ils cherchent une casquette et tout ça, et puis bon, voilà, il est élu. Alors, on va fermer cette parenthèse sur les législatives. Rien que pour les sénatoriales, je ne vais pas vous demander non plus de faire de jugement de valeur. Rien que pour les sénatoriales, disais-je, à travers les noms qui sont cités, est-ce que nous sommes partis pour une belle 50e législature, d'après vous? À travers les noms qui sont cités. Et ce n'est pas les noms, parce que il faut faire beaucoup d'attention. Alors, quand je dis non, je parle de personnalité. Tout de personnalité. Oui, il y a de très belles têtes. Il y a de très belles têtes de manière par rapport à leur parcours, par rapport à leur ascendance et tout ça. N'oublie pas que nous sommes dans une société qui a le complexe de Picasso aussi, et la personne joue sur son nom. Et quand vous allez pénétrer l'intérieur de la personne, vous allez voir qu'il n'y avait rien. C'est du vide. Et très souvent, vous êtes surpris des comportements de ceux. Parce que n'oublions pas, ça remonte déjà depuis, si je ne me trompe pas, à Aristote, ou bien on recherchait l'homme vertueux. Parce que dans toute société, c'est que vous allez remarquer que généralement... Je cherche un homme, c'était Diogène. Voilà, Diogène. C'était Diogène. Parce que très souvent, ce qu'on reproche, ce sont les scandales de corruption. Mais qui aurait cru que quelqu'un qui a déjà toute l'aisance économique aurait pu s'impliquer dans des situations de corruption, des détournements de fonds, ou encore des avantages, des privilèges et des biens publics et tout ça. Et c'est pour ça que je le dis très souvent que le pauvre est vicieux. Le pauvre vole peut-être un pain,
Mais, bon Dieu, je le regrette, le riche est avare. C'est là le danger. Le pauvre va piquer un adoquin sur la table. Mais le riche va venir avec son bâton de dynamite pour qu'il saute le coffre-fort. Il emporte le coffre-fort. C'est ça le grand problème du pays. Donc, et là, il faut se méfier par rapport à l'ascendance sociale, par rapport à l'existence de l'individu pour dire que vous allez avoir, parce que cette personne, il est riche, il a tous les moyens. Non, attention. Je reviens dans l'Antiquité grecque pour lui dire que le pauvre est vicieux, le riche est avare. Le pauvre pique un adoquin, mais le riche veut emporter le confort sans rien laisser. On va finir, on va mettre un terme à l'émission. On passe maintenant au présidentiel. 54 personnalités concourent aux élections à la présidence. Et ce 9 septembre débute l'ouverture de la campagne électorale pour les présidentielles, sans jugement de valeur, encore une fois. À travers les noms qui sont cités, est-ce que vous voyez le profil de président dont Haïti a besoin en 2015 parmi les 54 ? Je ne peux pas dire que... Il y a beaucoup. Moi, je dirais tout simplement que les 54 sont présidentiables. Et je vais revenir encore à ce que j'ai dit. Faites bien attention. C'est une analyse que vous avez faite ? C'est une analyse. Je vais vous dire pourquoi. C'est en respectant aussi l'individu. Vu ma culture de respect des droits de la personne, et je ne peux pas dire que dans ces 54 qui a le meilleur profil. Parce que, encore, vous pouvez vous tromper. Non, mais quand même, il y a des personnes qui ont un parcours en fait, qui, à travers le temps, ont créé quelque chose. Attention, lorsqu'on parle de parcours en politique, le parcours en politique, ce n'est pas la formation académique. Ce n'est pas les ouvrages que vous avez publiés. Ce ne sont pas les conférences que vous avez prononcées. C'est votre vision politique et c'est votre, je dirais, votre pratique quotidienne. Et ce que vous avez réalisé dans la vie, certes, et vos relations au niveau de vos proches environnements, soit votre travail, ce que vous avez fait dans la communauté, certes. Mais ce qui arrive aussi, c'est une compétition électorale. Et n'oublions pas que l'électeur, l'électrice est très, très, très surprenant. Regardons bien ce qui s'est passé actuellement au Guatemala. Un comédien est en pole position. Mais pourquoi ? Par rapport justement à la faillite de ces élites politiques qui prétendent, parce que dès que vous êtes dans un parti politique, dès que, je ne sais pas, vous êtes intellectuel, vous êtes ceci, vous prétendez que c'est vous, il vous revient de droit d'être président de la République, et l'autre, non, c'est l'électeur qui est roi, c'est l'électrice qui est reine, je dirais, ou encore, c'est l'électorat qui est souverain. C'est comme en Haïti, ça peut arriver que l'électeur, l'électrice décide de sanctionner. Moi, je ne veux pas dire que et le meilleur profil, ce que j'attends aussi, ce sont le programme des candidats. Comment ils vont vendre leurs rêves, leur vision du pays. Et cela peut arriver aussi que le plus petit des petits candidats soit le prochain président de ce pays. Vous croyez en l'organisation des élections présidentielles le 25 octobre prochain ? Ah, bien sûr. Okay. Bien sûr, je crois en ces organisations. N'oublions pas que vous avez, je viens de le dire tout à l'heure, ce qui nous traverse, la ruse et la violence. Je crois en ces élections. Il faut organiser ces élections. Il faut que le Conseil électoral corrige. Il faut que les compétiteurs électoraux, les partis politiques aussi, d'autres institutions aident le Conseil électoral à organiser ces élections. Donc, parce que ce qu'il faut voir dans la ruse aussi, qui est un danger dans ce pays, c'est peut-être une grande déception. Mais hier, vous avez été aux élections, vous avez reçu le financement du gouvernement. Est-ce que vous avez utilisé ces financements pour vos candidats? Et vous demandez d'annuler les élections, espérant que vous allez une fois encore envoyer des candidats et recevoir du financement. Il y a un problème d'éthique grave qui se pose dans le pays. Et c'est ce qui arrive dans ce pays.
C'est cette ruse, je dirais cette mauvaise ruse, cette ruse de mauvais goût qu'il y a. Je crois qu'il faut voir dans quelle mesure, eh bien, avancer avec le processus électoral, organiser ces élections pour que nous mettons fin réellement à cette transition qui n'en finit pas. Parce que nous sommes dans une transition. Dans une transition, voilà. Professeur Gratien-Jean, merci d'avoir été avec nous sur Radio et Télémétropole pour cette émission Le Point de ce lundi 7 septembre. C'est à moi de vous remercier d'avoir pensé à moi. Merci. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole avec le professeur Gratien-Jean. On a tenté, sinon essayé, de commenter l'actualité. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.